Bonjour et bienvenue pour des mystères de la chambre jaune un peu spéciaux aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous parler de un livre, je ne vais pas vous parler de 2 livres, mais de plein de livres. Des livres que je ne vais pas chroniquer. Bah pourquoi? Alors pourquoi je ne vais pas les chroniquer? Parce que pour la plupart, ça fait longtemps que je les ai lus, il y a eu une période où je ne faisais plus trop de vidéos, du coup, c'est pas que j'ai complètement oublié, mais c'est un petit peu plus compliqué pour faire des chroniques quand ça fait 1 an par exemple qu'on a lu un livre, il y a des détails qui se sont envolés, etc. Donc ça va être un petit peu moins pratique pour moi. Bah pourquoi tu fais une vidéo dessus alors? Eh ben parce que je vais quand même en parler un petit peu, hein. J'aime bien parler des livres que je lis, j'aime bien vous en parler, j'aime bien les faire partager, c'est un petit peu mon métier aussi à la base, hein. Donc je voulais vous en parler mais pas une vidéo par livre, je vais vous faire un petit tas, voilà, bon il y a ça, il y en a d'autres que j'ai un peu, je vais peut-être essayer d'en parler un petit peu plus précisément, mais voilà, au moins ceux-là je voulais les mettre tous dans une vidéo. Ah mais tu vas quand même les chroniquer un peu du coup. Oui, légèrement. Donc je vais commencer par 3 thrillers. Chimæris d'Éric Tourville aux éditions Slatkin et compagnie. Ensuite, L'échange de Rebecca Fleet aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et alors là, c'était un SP, donc c'est pas la couverture. La vraie couverture, c'était celle-ci. Voilà. Donc c'était Tu tairas tous tes secrets d'Hervé Jourdain. Ces 3-là, ce sont des thrillers. Et ensuite, je vous parlerai de 2 essais un peu plus scientifiques, donc c'est pas de la fiction, hein. Ce sera Le choix du meilleur urinoir, dont je vous ai déjà parlé. Dans une vidéo, j'ai pas fini un livre, mais là je l'ai fini du coup. Et La plus belle histoire de l'intelligence, donc celui-ci chez Belin, de Jérôme Cotenceau, et celui-ci chez Robert Laffont, de 3 personnes, mais je vous dirai plus précisément tout à l'heure qui elles sont. Donc pour commencer, j'ai dit que j'allais vous parler de celui-ci, Chimæris, Éric Tourville. Je l'avais acheté parce que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre en avait fait les éloges, donc je l'ai acheté, je l'ai lu bien plus tard. Et voilà, aujourd'hui je vais vous en parler vite fait parce que bah voilà, je l'ai lu il y a quand même un petit moment. C'est un thriller, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il commence comme un thriller ésotérique, mais il évolue vers autre chose. C'est spoiler, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est spoiler, donc ça serait dommage de vous le dire parce que ça fait vraiment partie de l'intrigue de découvrir en quoi ce que ça devient en fait. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? On découvre quelqu'un, un chasseur je crois, découvre des corps calcinés dans une ferme abandonnée, ferme sur laquelle il y a des signes un peu sataniques. Et donc petit retour en arrière, on a un ancien des forces spéciales ou un ancien Marines un peu reconverti dans le recel, bref, un truc pas très légal on va dire. Donc le mec il se balade en camionnette pour récupérer des vieux trucs et il se trouve dans la ferme abandonnée là et il va découvrir au milieu des corps calcinés une petite fille muette qui a été sûrement battue, enfin bref elle est dans un sale état la gamine, donc il va décider de la sauver, de la ramener avec lui, mais il est dans une situation pas très légale le gars, donc il va rien dire à personne, il va essayer de faire parler la fille, de la nourrir, de l'habiller, etc. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en faisant ça, il va se retrouver dans de très sales draps. Enfin, si, il s'en doute, mais il sait pas à quel point. Alors la gamine, hein, on va assez vite se centrer un peu sur elle. Elle est un peu bizarre, hein, donc déjà, elle parle pas du tout. Mais il y a un truc, elle l'apprend super vite. Elle va regarder des tutos sur YouTube, des choses comme ça, et elle apprend des trucs super vite. Et donc en parallèle, hein, il y a une enquête de police sur les corps calcinés qui ont été retrouvés dans la ferme. Et forcément, Gus va finir par être soupçonné. Donc ce livre, c'est un mélange d'enquête, d'un peu théorie du complot, de phénomènes étranges. Ça fait un peu penser à The X-Files. D'ailleurs, ils en parlent dedans à un moment donné. C'est vrai que c'est assez sympa comme ambiance, ça change un petit peu. Enfin moi j'aime bien en général les séries, les films, tout ça qui ont cette ambiance là, un petit peu glauque, un petit peu bizarre, étrange. Et en plus il y a cet autre côté dont je voulais pas vous parler au début et dont je vous parlerai pas. Ça fiche un peu les jetons en fait, pas dans le sens fantôme, tout ça, mais ça fiche un peu les jetons d'une autre manière en fait. Voilà, ça c'était vite fait pour celui-ci. Ensuite je voulais vous parler de L'échange, hein, de Rebecca Fleet chez Robert Laffont, et il est sorti en poche il y a quelques semaines, hein, donc voilà, ça fait un moment que je l'ai lu, et encore je l'ai pas lu tout de suite après l'avoir acheté. Ce roman-là, c'est un thriller plutôt domestique par rapport à l'autre, rien à voir, hein, il n'y a pas d'enquête de police, il n'y a pas... Non, là c'est thriller domestique, c'est-à-dire que ça se passe au sein d'une famille, et il se passe des trucs étranges au sein d'une famille, je vais vous expliquer. Le personnage principal, hein, c'est une femme qui s'appelle Caroline, et elle s'est inscrite sur un site internet pour faire un échange de maison pour les vacances, c'est-à-dire, hop, on est sur une plateforme, et telle personne dit, bah je laisse ma maison à telle date, pour que vous veniez en vacances, et on échange, moi je vais dans votre maison. Donc elle fait ça avec son mari ça se passait pas très bien, elle essaye de recoller un petit peu les morceaux en faisant ça, en une petite escapade à Londres. Et dans la maison où ils arrivent, il y a des choses bizarres parce qu'il y a des choses qui lui rappellent des souvenirs, des choses dont elle seule est au courant. Et elle commence petit à petit à se dire c'est bizarre cette histoire, ça serait pas mon ex, enfin son ex non, c'était son amant en fait, ça serait pas mon amant, il y a que lui qui sait, et en fait plus ça va et plus elle va découvrir des choses bizarres, et en parallèle on a des petits flashbacks aussi sur sa vie justement avec son amant avant, qu'est-ce qui s'est passé, enfin bref, et tout du long bah voilà, on apprend un peu plus sur elle, sur son mari, sur son amant, etc. Bon je vais arrêter là pour le synopsis, sinon bah, je vais vous en révéler trop, et alors moi j'étais un petit peu déçue par ce livre, déçue parce que bah
je me suis pas du tout attachée au personnage. Du coup, ce qui lui arrive à elle, je lui dis bah c'est bien fait pour sa tronche finalement. Et pour moi, il n'y a pas de suspense parce que j'attendais que voilà que ça se passe mal pour elle quoi. Il y a bien la révélation finale, oui c'est bien, mais comme je me suis pas du tout attachée, c'était pas... Voilà, j'ai pas aimé les personnages. Bon, le livre est joli, hein, on voit deux portes, une noire, une blanche, l'opposition, le bien, le mal, etc. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça assez flippant, c'était sans plus on va dire. Troisième thriller dont je voulais vous parler, là c'est un thriller policier, hein, tout ce qu'il y a de plus policier, avec une petite pointe de psychologie aussi, de psychiatrie. Tu tairas tous tes secrets d'Hervé Jourdain aux éditions Fleuve Noir. Donc là, je vous ai dit, c'est la version, c'est le SP. Hein. C'est une enquête de police classique à Paris. On a une équipe qui enquête sur une noyée dans la Seine. Et en parallèle de ça, donc il y a plusieurs personnes dans l'équipe. Il y a le chef et puis les autres. Et on a deux des flics qui vont partir sur une enquête en douce parce que on a des nouvelles sur la disparition de la femme du chef. La femme du chef, il y a plusieurs années, elle a disparu sans rien laisser. On ne sait pas, on a retrouvé sa voiture à un aéroport et c'est tout. Et là, on a retrouvé de l'ADN de sa femme sur un cadavre d'une autre femme dans les Ardennes. Et du coup, pour pas froisser, brusquer, anéantir le chef, il y a deux des flics qui vont aller enquêter là-bas. Il y en a une qui se fait un petit peu choper parce qu'elle va jusqu'en Belgique et elle se fait un petit peu rabrouer. Du coup, elle redescend dans les Ardennes, elle doit rester là au commissariat et pointer tous les jours entre guillemets. Et justement, c'est à l'endroit où on a découvert le corps, hein, parce que c'est là qu'elles enquêtaient. Et donc elle va enquêter un petit peu toute seule pendant que sa collègue fait un peu les allées et venues entre guillemets avec Paris. Et ça va tourner très très mal pour elle. Mais genre, pas bien du tout. Ça part complètement en cacahuète. Du coup, à un moment donné, elle donne plus signe de vie, donc il va falloir essayer de savoir où elle est. Nous on sait ce qui lui arrive. Et en parallèle de ça, il y a certains chapitres dans ce livre où on nous raconte une histoire, là c'est un peu flou au début, on commence à comprendre, une histoire qui se passe dans un hôpital, enfin on pense que c'est un hôpital, hein. Une femme qui écrit des lettres à sa mère, on comprend qu'elle a peut-être des problèmes psy et tout ça, et petit à petit, on va comprendre pourquoi on a ces petits chapitres-là. Alors ça c'est un livre où les chapitres sont toujours très très courts, donc ça se lit assez vite, c'est assez addictif. C'est un roman policier, alors thriller parce qu'il y a justement ce côté un petit peu, il n'y a pas les policiers qui enquêtent et les victimes, il y a aussi une flic qui est victime, donc ça met un petit peu de piment, de suspense là-dedans. Justement ça rend le roman un peu original, justement, ce côté, attention c'est un des persos principaux qui est en danger et c'est pas elle qui fait que enquêter quoi. C'est un petit roman thriller, polar, policier, assez sympa à lire et qui se lit bien vite quoi. Et donc maintenant on va passer, alors je voulais faire une chronique rapide, hein, mais ça, voilà, c'est pas aussi rapide que ça. Je vais passer aux deux essais scientifiques, donc celui-ci, Le choix du meilleur urinoir de Jérôme Cotenceau, qui a une chaîne YouTube aussi, ELJJ, je vous en avais déjà parlé hein, dans ma vidéo Japfull, j'ai pas fini un livre, alors j'ai pas fini 2 livres cette fois-ci, il y avait l'autre, je l'ai pas recommencé, mais j'avais pris celui-ci, parce que, pourquoi j'avais pas fini, parce que je l'avais commencé en pleine fin d'année, et en fin d'année je suis tellement fatiguée que tous les trucs scientifiques ça ne rentre pas. J'ai repris ce livre, là où je l'avais arrêté, hein, et j'avoue, j'ai sauté beaucoup de passages, parce que des fois il y a des équations. Il y a beaucoup de dessins, hein, c'est bien, mais il y a des fois des équations, moi c'est pas... J'aime les maths, j'ai envie de comprendre, mais là j'ai pas de niveau. Clairement, c'est un livre de vulgarisation mathématique, mais pour des gens qui ont déjà un petit niveau en maths quand même, parce que moi, c'est paumé la fille. C'est un livre qui peut être intéressant. Le principe c'est quoi? C'est à quoi servent les maths? Les maths ça sert à ceci, cela. Donc je vais vous donner 2-3 petits exemples. Les maths ça sert à compter, mais alors à compter jusqu'à les goggles, vous savez, les trucs énormes quoi. Ça sert à assurer l'égalité d'une pizza romantique, à offrir un choix exhaustif en termes de carrelage de salle de bain, à choisir le meilleur urinoir par exemple, à sortir d'un labyrinthe, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément tout le temps des choses très très quotidiennes je dirais. Moi je ne choisis pas du carrelage tous les jours, je ne sors pas d'un labyrinthe tous les jours, et pour le choix du meilleur urinoir ou des meilleurs WC, hein, c'est souvent les plus libres et les plus propres, voilà. Donc c'est un livre ça pour les mathématiciens déjà, les gens qui aiment les maths et qui aiment cogiter un petit peu mathématiquement parlant. Il y avait quelques passages intéressants quand même, quelques chapitres intéressants, notamment sur les élections, hein, élire le meilleur président, des choses comme ça. C'est vrai que ça donne à réfléchir, mais il y a des choses, moi, à remporter, à quoi servent les maths, à remporter ou pas le tournoi de Roland-Garros, j'ai pas du tout l'intention de remporter le tournoi de Roland-Garros, hein, voilà. Donc il y a des passages, j'ai trouvé ça, je vais pas dire inutile, parce que c'est inutile, ça fait cogiter, hein, mais j'aime bien quand c'est un petit peu plus ancré dans la réalité. Ce livre-là, c'est vraiment pour les gens qui aiment déjà les mathématiques, hein, qui connaissent déjà bien les concepts, ce qui n'est pas mon cas, même si j'aime ça, je trouve ça beau, et les mathématiques, mais... Voilà, alors le souci c'est que après moi quand je lis un livre comme ça, j'ai tendance à penser mathématiques. Mais sans avoir les outils, si vous voulez. Donc je vais penser à des problèmes mathématiques que je vais pas pouvoir résoudre, et ça m'énerve encore plus. Et deuxième livre, hein, qui est un SP aussi, je vous mettrai la vraie couverture quelque part, de Stanislas Dehaene,
ou de Anne, je sais pas comment ça se prononce, Yann LeCun, pareil, LeCun, je ne sais pas comment ça se prononce, et Jacques Girardon. Ça s'appelle La plus belle histoire de l'intelligence, sous-titré Des origines aux neurones artificiels, vivons-nous une nouvelle étape de l'évolution, chez Robert Laffont. C'est un livre très intéressant, sous forme de interview, de dialogue, alors dialogue non parce qu'ils sont 3. Donc nous avons Jacques Girardon, hein, qui est un essayiste déjà, qui a déjà écrit plusieurs livres, La plus belle histoire de, etc. Qui pose des questions à Stanislas Dehaene, qui est neuroscientifique, et Yann LeCun, ou Yann Lequin, je ne sais pas, qui est chercheur en intelligence artificielle. Et voilà, tous les deux vont répondre aux questions de Jacques Girardon. Et c'est très intéressant parce que on revient sur les bases de l'intelligence dans l'histoire, hein, l'intelligence sous toutes ses formes, animale, hein, peut-être végétale, et humaine, et l'évolution donc comme ça au sein des espèces, au sein de l'histoire, et aussi l'évolution de l'intelligence chez l'être humain depuis sa conception jusqu'à l'âge adulte. Hein. On a une sorte de mélange comme ça d'ontogénèse et de phylogénèse. Et c'est très intéressant de voir justement toutes les évolutions de l'intelligence. Et donc ça c'est plutôt dans la partie 1, il y a 3 parties. Dans la partie 2, c'est comment l'humain a instauré ou créé ou insufflé l'intelligence aux machines, l'intelligence artificielle, aux ordinateurs. Donc ça c'est toute la partie 2, comment ça s'est fait, etc. Et la partie 3 c'est plutôt une partie sur l'avenir de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va devenir. C'est sympa parce que, alors déjà ça décrit aussi l'intelligence, hein. L'intelligence c'est très large, c'est très vaste, et justement c'est un peu difficile à décrire comme ça, et voilà. Donc ça oui c'est un livre, en plus ça se lit assez vite, hein. Voilà, c'est des questions-réponses, c'est pas, il n'y a pas des termes très compliqués non plus, hein. Il n'y a pas besoin de, voilà, je vais pas dire il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre, mais on est tous plus ou moins intelligents, hein, à certains niveaux. Je veux dire, il y a des gens qui sont bons en maths, d'autres qui sont pas bons en maths, mais qui sont bons en biologie, qui sont bons pour faire des échecs, qui sont bons, bref, on a tous une forme d'intelligence. Hein. Et donc celui-ci, très bon essai sur l'intelligence, et sur ce, bonne lecture!